Oui, quelques mots très rapidement pour introduire le deuxième groupe. Tout d'abord, des vifs remerciements à Cyril et Ludovic pour l'invitation. Je vais être pour ma part assez rapide. On va essayer de tenir en un tout petit quart d'heure pour vous expliquer un petit peu notre point de départ, et puis je cède ensuite la parole à nos trois doctorants-docteurs pour vous présenter un petit peu le point d'arrivée. Le point de départ, donc très rapidement, on est parti de l'idée, c'est un postulat, on peut discuter de tout, mais que le droit de l'Union européenne en matière de DIP formerait peut-être un nouvel ordre juridique. On s'est concentré uniquement sur le droit international privé en le limitant à l'aspect conflit de juridiction, conflit de loi. On a exclu tout ce qui était directive sectorielle de notre recherche. Et on est parti du principe que la Cour de cassation était, aux côtés de la Cour de justice, un des acteurs de ce système. Et on s'est demandé si effectivement, dans la jurisprudence de la Cour de cassation, on voyait apparaître ce système. Et on est parti d'une idée, alors à discuter, que si système il y a, on devrait avoir une certaine unité, une certaine autonomie du droit international privé de l'Union européenne. Et on a procédé par sondage dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Et l'idée, c'est peut-être qu'il y a système, mais peut-être que ce système est perfectible. C'est un petit peu les deux idées que je vais laisser évoquer. Je présenterai rapidement Chloé Leduc, qui est donc jeune docteur dans notre université, et puis Aurore Camusa, qui est doctorante, et monsieur Joseph Basilien, qui est également doctorant. Je leur cède la parole, et c'est à eux d'intervenir désormais. Merci, monsieur. Merci, monsieur le président. Nous tenons à remercier aussi les professeurs Cyril Nourissa et Ludovic Payet de permettre à des docteurs et des doctorants d'intervenir dans une si belle manifestation scientifique. Nous aimerions aussi remercier monsieur Devers de nous avoir proposé de participer à cette table ronde et d'avoir encadré nos réflexions. Comme nous avons pu le constater au cours des 2 derniers jours, la question de l'existence d'un système de droit international privé de l'Union soulève de nombreux questionnements. Au-delà de l'existence de ce système d'un point de vue théorique, il est intéressant, voire nécessaire selon nous, de s'interroger sur la mise en œuvre de celui-ci par les juridictions nationales. Encore faudrait-il que celles-ci reconnaissent l'existence d'un système de droit international privé de l'Union. Au cours de cette table ronde, notre objectif sera donc d'étudier si la Cour de cassation reconnaît dans sa jurisprudence l'existence d'un tel système. Il existe de très nombreux exemples jurisprudentiels dans lesquels la Cour de cassation suit ou reprend des solutions qui ont déjà été données par la Cour de justice. Par exemple, la question de la résidence habituelle de l'enfant ou encore la définition des consommateurs en droit national privé. Toutefois, si ces exemples montrent que la Cour de cassation n'est a priori pas opposée à l'application du droit de l'Union européenne, ils ne permettent pas de démontrer avec certitude l'émergence d'un système de droit international privé de l'Union dans la jurisprudence de la Cour de cassation, cette dernière ayant recours à des solutions similaires en droit interne. Il nous a paru dès lors plus pertinent d'étudier des problématiques juridiques où une opposition entre la Cour de cassation et la Cour de justice a ou aurait pu avoir lieu. Tel est le cas pour la question de la délimitation de la matière contractuelle, notamment dans les chaînes de contrat. L'action directe du sous-acquéreur contre le fabricant ou le vendeur intermédiaire pour la garantie des vices cachés est en droit interne nécessairement de nature contractuelle, tandis qu'elle est de nature délictuelle en droit international privé de l'Union européenne. Le fait que la Cour de cassation admette que la solution de la Cour de justice et opère une différenciation en fonction de si la situation relève ou non du droit interne est un indice de l'émergence d'un système de droit national privé dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Toutefois, cette dernière ne se contente pas de suivre les solutions de la Cour de justice, elle semble reprendre à cœur son rôle d'acteur du système de droit national privé de l'Union, et cela peut se voir notamment dans l'affaire opposant la société Hibiscus à Apple Sales International, dont nous avions déjà parlé tout à l'heure. Donc, il était question dans cette affaire de l'applicabilité d'une clause attributive de juridiction à un litige né de pratiques anticoncurrentielles alléguées, et la Cour de justice avait déjà dit pour droit dans un arrêt de 2015, Cartel Damage Claims, qu'une clause attributive de juridiction ne pouvait pas s'appliquer à un tel litige, à moins qu'elle ne le précise. Cette solution fut reprise par la haute juridiction dans un premier arrêt de cassation du 7 octobre 2015, puis par la Cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation. Toutefois, Apple Sales International forme de nouveau un pourvoi contre la Cour de cassation qui sursoit à statuer pose une question préjudicielle, et il me semble que les raisons pour lesquelles la Cour de cassation pose cette question préjudicielle dans cette affaire mettent en exergue les éléments de la reconnaissance d'un système de droit national privé dont la jurisprudence de la Cour de cassation.
En effet, la haute juridiction cite dans sa décision du 11 octobre 2017 un arrêt non pas de la Cour de justice, mais bien de la Cour suprême du Portugal, comme Madame Perisotto l'a dit tout à l'heure, une juridiction qui, à ma connaissance, n'est pas citée ailleurs dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Ce qui est encore plus intéressant, c'est le fait que la Cour de cassation souligne la postériorité de cet arrêt à sa décision et à la décision Cartel Damage Claims, et donne la solution de la Cour suprême du Portugal qui avait retenu l'applicabilité d'une clause attributive de juridiction rédigée dans des termes généraux. Donc, la haute juridiction conclut donc que si elle suit sa jurisprudence, et a priori la jurisprudence de la Cour de justice, elle obtiendrait une solution de droit opposée à celle obtenue par la Cour suprême du Portugal. Par conséquent, c'est pour préserver l'interprétation unifiée du droit de l'Union dans tous ses États membres que la Cour de cassation décide de poser une question préjudicielle à la Cour de justice. Ainsi, dans cet arrêt, elle reconnaît la nécessité d'avoir une interprétation uniforme du droit de l'Union. Elle reconnaît aussi que seule la Cour de justice est capable de fournir cette interprétation. Donc, la Cour de cassation reprend finalement dans un arrêt de 2019 le raisonnement des juges du Luxembourg, à la réponse de la question préjudicielle, ainsi que le raisonnement de la Cour suprême du Portugal, démontrant l'efficacité de cette recherche de l'interprétation uniforme du droit de l'Union. Toutefois, certaines questions peuvent se poser à la lecture de cet arrêt. Est-ce que la position de la Cour de cassation représente une véritable méthode de recherche de l'interprétation uniforme du droit de l'Union ? Si tel est le cas, cette méthode est-elle utilisée par la Cour de cassation de manière systématique lors de l'application du droit social privé de l'Union ? Je ne sais pas. Mais je pense que certains experts pourraient le savoir. Il s'agit cependant, toutefois, d'un autre indice de l'émergence d'un système de droit social privé de l'Union dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Mais si ce système a émergé, certaines notions participent autant à son émergence qu'à sa perfectibilité. C'est ce qu'Aurore va vous présenter au travers de la question de la résidence habituelle. Je te remercie, Joseph. Alors, comme l'a préalablement expliqué Joseph, notre propos s'est principalement concentré sur l'émergence d'un système de droit international privé de l'Union dans la jurisprudence de la Cour de cassation, puis sur sa perfectibilité. Il existe de nombreux rattachements en droit international privé. Cette multiplicité conduit à ce que certains soient privilégiés, à l'instar de l'autonomie de la volonté et de la résidence habituelle. Le critère de la résidence habituelle est couramment employé en droit international privé de l'Union. Pourtant, il n'est jamais défini par les textes. Il s'agit d'une notion qui est autonome, qui est impossible à définir de manière générale et abstraite et qui nécessite une appréciation in concreto. La notion de résidence habituelle est apparue comme étant à la croisée des chemins. Elle constitue un exemple, parmi d'autres, qui participe autant à l'émergence d'un système de droit international privé de l'Union qu'à sa perfectibilité. Dans un premier temps, la notion de résidence habituelle participe de l'émergence d'un système de droit international privé de l'Union dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans un arrêt récent du 29 mai 2019, les juges de cassation ont été amenés à se prononcer pour la première fois sur la question de la résidence habituelle du défunt. À l'instar des autres règlements de l'Union, le règlement succession ne définit pas cette notion. Cependant, à travers ses considérants 23 et 24, il va donner certaines indications qui permettent de faciliter l'interprétation de cette notion. En interprétant cette notion à la lumière de ces deux considérants, les juges français ont mobilisé les règles de droit international privé de l'Union et se les ont appropriées. Cela permet de consolider l'idée d'une certaine émergence d'un système de droit international privé de l'Union dans la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, analyser les considérants pourrait participer à la logique de ce système tout en respectant l'idée de notion autonome. De plus, la Cour de cassation a ici devancé la position de la Cour de justice, qui a également puisé dans ses considérants dans l'arrêt EE rendu le 16 juillet 2020. Par ailleurs, il est possible de se demander si l'analyse de ces considérants pourrait constituer une alternative à la question préjudicielle. Cependant, comment privilégier une unité de discours entre la Cour de cassation et la Cour de justice si cette dernière n'a pas l'occasion d'interpréter elle-même les notions qui sont appliquées par la Cour de cassation. C'est pour cette raison que la notion de résidence habituelle participe également à la perfectibilité de ce système qui, bien évidemment, ne se réduit pas à cette seule notion. Dans un second temps, s'il existe sans conteste un système de droit international privé de l'Union dans la jurisprudence de la Cour de cassation, celui-ci demeure perfectible tant qu'il n'est pas abouti. Cette perfectibilité du système ressort de l'emploi par la Cour de cassation du mécanisme de la question préjudicielle
qui sera envisagé ici sous l'angle de la résidence habituelle. De manière générale, il semblerait que la Cour de cassation ait suivi les différentes interprétations qui ont été proposées par la Cour de justice en matière de résidence habituelle. Cependant, de manière résiduelle, elle a parfois privilégié une approche différente. Dans l'arrêt Moore, qui a été rendu le 14 décembre 2005, les juges de cassation ont pris le parti de proposer une interprétation de la résidence habituelle des époux dans le cadre du règlement Bruxelles II. Ils ont considéré que la résidence habituelle se définissait comme le lieu où l'intéressé avait fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts. Pourtant, les juges de cassation avaient ici la possibilité de poser une question préjudicielle à la Cour de justice afin que celle-ci propose une méthode d'interprétation ou un faisceau d'indices permettant aux juges des différents États membres de l'Union européenne d'appliquer cette notion dans le cadre du règlement Bruxelles II. L'absence de recours au mécanisme de la question préjudicielle témoigne de la perfectibilité de ce système, puisque la Cour de cassation fait parfois preuve d'une certaine indépendance quant à l'interprétation des notions du droit de l'Union. L'absence de recours au mécanisme de la question préjudicielle fait ressortir une certaine autonomie dans le discours de la Cour de cassation, qui parfois va même un peu plus loin en affirmant des divergences de position. Et sur ce point, je laisserai Chloé en parler, qui vous en parlera bien mieux que moi. Merci. Merci Aurore. En effet, on l'a vu, le système de droit international privé qui se dessine dans le discours de la Cour de cassation demeure perfectible et cela ne ressort finalement pas que de l'exemple de la résidence habituelle. On l'a vu, il existe une autonomie dans le discours de la Cour de cassation et l'office du juge en est un exemple relativement privilégié. Rappelons que le critère autour duquel s'est stabilisée la jurisprudence est celui de la libre disponibilité des droits en cause. Lorsque les droits sont indisponibles, le juge a l'obligation de relever d'office la règle de conflit et de rechercher le droit étranger applicable. A contrario, lorsque les parties ont la libre disposition de leurs droits, le juge n'a pas cette obligation, ce qui rend de fait facultatif l'application des règlements Rome I et Rome II lorsqu'aucune des parties ne les invoque. Toutefois, le 26 mai 2021, la Cour de cassation semble avoir retenu un nouveau critère de l'office du juge français face à une règle de conflit du droit de l'Union européenne. Elle a considéré, en visant notamment les principes d'effectivité et de primauté du droit de l'Union européenne, que le juge français devait appliquer, même dans le silence des parties, une règle de conflit du droit de l'Union européenne lorsqu'il est interdit d'y déroger. Il ressort donc de cet arrêt que même si les parties ont la libre disposition de leurs droits, et bien qu'elle n'ait pas invoqué la règle de conflit, le juge français doit la relever d'office lorsque celle-ci a un caractère impératif. Alors, on pourrait envisager que dans une logique de système abouti, l'ensemble des règlements européens soient automatiquement applicables. Tel n'est pas le cas à l'heure actuelle. Toutefois, cette obligation de relever d'office semble amorcer une évolution dans l'office du juge et participe ainsi à renforcer l'effectivité du droit de l'Union européenne et donc, à notre sens, à améliorer le système de droit international privé dans le discours de la Cour de cassation. De plus, cette même Cour refuse parfois de s'aligner sur les solutions du droit international privé et elle a par exemple tenté de provoquer des évolutions dans la jurisprudence de la Cour de justice, notamment sur la question de la détermination du lieu d'exécution de l'obligation. On le sait, en matière contractuelle, le défendeur peut être attrait devant la juridiction du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, et ce lieu est déterminé en fonction de la loi applicable au contrat, conformément à la jurisprudence Tessili. Toutefois, pour mettre fin au recours à la méthode conflictuelle, la Cour de cassation a posé une question préjudicielle à la Cour de justice en l'invitant à adopter une définition autonome de la notion de lieu d'exécution. Cette tentative est certes restée lettre morte puisque la Cour de justice n'a pas abondé dans le sens des magistrats français, mais elle démontre bien que lorsque la Cour de cassation l'estime nécessaire, elle n'hésite pas à amorcer un dialogue avec les magistrats européens et à appeler de ses vœux l'évolution de leur position. Plus frontalement encore, et ce sera notre dernier exemple, la Cour de cassation s'oppose parfois à la jurisprudence de la Cour de justice. On peut notamment citer un arrêt qui n'est
pas forcément très récent, mais tout de même, du 11 mars 1997, au sein duquel les magistrats français ont refusé de faire application du mécanisme mis en place par la jurisprudence Tessili. Dans cet arrêt, la Chambre civile a affirmé que pour apprécier la compétence internationale de la juridiction d'origine, la Cour s'est à bon droit référée à l'article 5.1 s'agissant de la matière contractuelle, que recherchant, en application de ce texte, le lieu d'exécution de l'obligation qui servait de base à la demande, les juges du fond l'ont justement défini en fonction de la nature du rapport d'obligation et des circonstances de l'espèce. Pourtant, une application stricte de la méthode conflictuelle aurait dû conduire les magistrats à mettre en application, selon la règle de conflit de loi française, de rechercher selon cette règle de conflit, la loi applicable au contrat pour désigner ensuite le lieu d'exécution de la prestation. Alors, quoi qu'il en soit, bien que ces exemples soient peut-être un peu plus marginaux que ceux évoqués dans la première partie de cette intervention, il nous a semblé nécessaire de les souligner car ils mettent en exergue l'existence de frictions entre les solutions du droit international privé de l'Union et de droit international privé de droit commun. La Cour de cassation revendique parfois avec force le bénéfice d'une certaine autonomie dans la mise en œuvre du droit international privé et ne s'aligne pas de manière systématique sur les positions européennes. S'il existe effectivement un système de droit international privé de l'Union dans le discours de la Cour de cassation, celui-ci demeure donc à notre sens perfectible, puisque l'absence d'un discours totalement unifié fait en tout cas un petit peu obstacle à la reconnaissance d'un système définitivement achevé. Nous vous remercions de votre attention. Je voudrais déjà vous féliciter parce que vraiment vous avez fait un beau rapport, vous posez des bonnes questions, vous voulez de la cohérence, vous avez raison, vous voulez du sens, vous voulez que tout le monde s'entende, vous voulez que le système marche bien, bravo, on ne peut qu'abonder. Et puis vous connaissez la jurisprudence de la Cour de cassation mieux que moi. Y a-t-il une volonté de la Cour de cassation de suivre ? Je ne suis pas sûre que la Cour de cassation affirme une politique, mais globalement, moi, chaque fois qu'il y a des questions de DIP européen, elles sont posées, parce que d'abord les avocats sont là. Sinon, on se pose la question de relevé d'office, vous avez parlé de la remienda. Voilà, donc il me semble que quand même, globalement, les magistrats de la Cour de cassation, que ce soit la première civile, plutôt en droit de la famille, la chambre sociale aussi, on a parlé tout à l'heure il y a beaucoup de DIP en social, la commerciale, enfin, globalement, on suit tous, on est dans ce dialogue européen, les règles européennes sont posées, donc je ne suis pas sûre qu'il y ait des refus... exprimé comme tel, des fois il y a peut-être des arguments qui ne sont pas avancés, le DIP n'est pas connu, on l'a dit, la Cour de justice, voilà, c'est perfectible aussi. Merci d'avoir montré qu'il y a une bonne marge d'appréciation à la Cour de cassation. Vous avez raison, puis vous avez raison de le dire, et puis vous avez raison d'y croire, il faut avancer vers ça. Alors, est-ce que la Cour de cassation va être indépendante ? Je ne suis pas sûre que on puisse le formaliser comme ça. C'est casuistique. Voilà. Et donc, la Cour de justice aussi est assez bonne aussi pour ne pas répondre en faisant la casuistique. Et alors, je voudrais dire justement que quand on se pose la question, pose-t-on une question préjudicielle ou pas ? Parce que franchement, d'abord les avocats souvent le demandent. Et même s'ils ne le demandent pas, on se pose la question, évidemment. Et quand... c'est vrai que dans les domaines où c'est très casuistique, on se dit, cherchons les principes derrière la casuistique et puis allons-y nous-mêmes. Parce que c'est quand même, ça prend du temps. Et puis c'est aussi une manière de dire, si c'est que casuistique la réponse, voilà, on peut peut-être nous tirer les principes. Hier, on a parlé des principes qui construisent, donc d'où l'importance effectivement de rechercher un système de DIP, mais voilà, on est capable aussi de répondre à ça. Vous avez cité Mienta, moi j'aime beaucoup cet arrêt parce que j'en parle parce que je n'étais pas dans la composition.
vous avez vu qu'on a relevé d'office le principe, donc c'est ça aussi qui est important, c'est que le principe d'effectivité et de primauté a été relevé d'office, parce que dans le débat, il y avait évidemment le règlement Rome 2, tout était dans le débat, mais ça a été relevé d'office, donc ça montre, et alors encore une fois, ce n'est que mon avis personnel, mais je pense que du coup, toutes ces réflexes français, est-ce que c'est du droit disponible, droit indisponible, existent. Hein, on raisonne, ce n'est que mon opinion. Et je n'étais pas dans la composition, donc je prends toutes les réserves, mais cet arrêt montre qu'on raisonne dans le système européen. Hein, on a ces principes, voilà, d'où le fait que le DIP européen, il est très marqué par ces principes-là. Voilà, donc c'était ce que je voulais dire, mais je voudrais vraiment terminer encore une fois en vous félicitant, vous et puis les coordinateurs de ces deux groupes, parce que je trouve que vous avez fait vraiment un travail super, et puis quand une fois, je disais tout à l'heure que j'étais contente de revoir les anciens doctorants de nos groupes de GDR d'IA. Ça ne me rajeunit pas, oui. Voilà, et donc je me dis, voilà, l'avenir est là, vous posez les bonnes questions et vous avez raison. Ouais, bravo. Merci.